Conseil des ministres du jour a adopté un décret portant gestion des agents publics de l'État en situation de crise. Comme nous le savons déjà, notre pays traverse une situation assez difficile et qui fait que malgré l'engagement, la détermination et l'esprit de sacrifice des agents de l'État, il y a certaines situations dans lesquelles ils peuvent se retrouver pour les gérer. La législation normale connue depuis les années 1960 à nos jours ne permet pas de prendre un certain nombre de cas en charge. Donc, le Conseil des ministres a voulu donc, en adoptant ce décret, combler une forme de vide pour éviter que des agents publics soient dans une situation où on n'a pas d'éléments opérationnels pour leur gestion. Donc, le décret est articulé sur 6 parties. La première partie porte sur comment organiser le service public de l'État. Donc, dès lors que nous sommes dans une situation où il y a une localité qui manque d'agents de l'État parce que c'est impacté par la sécurité, cette législation que nous venons d'adopter permet de réquisitionner un certain niveau de personnel, quelle que soit leur zone d'action, et venir de façon opérationnelle exécuter des tâches précises au nom de l'administration et au nom de l'État, afin que la population ne soit pas en discontinuité à un moment donné du service public qui est un droit constitutionnel. Le deuxième élément, c'est la question des examens et concours professionnels. Il y a des agents de l'État qui, pendant la période des concours, sont bloqués parce qu'il n'y a pas de voie terrestre d'accessibilité au centre de composition. Or, les textes normatifs passés indiquaient que, en dehors des chefs-lieux, notamment par exemple Bobo et Ouagadougou, il était difficile d'organiser ces concours-là ailleurs. Ce texte-là permet aujourd'hui, si des concours professionnels sont engagés et que des agents n'arrivent pas à se déplacer, de créer les conditions nécessaires, organiser ces 10 concours ou examens dans la localité bien indiquée en réunissant l'ensemble des conditions pour leur permettre de prendre part. Le deuxième sous-élément à ce niveau, c'est ceux qui sont admis. Quelqu'un peut être admis, il est dans une zone de blocus. Or, il y a une période bien définie pour faire l'appel sur la liste d'attente. Donc, on a fait une ouverture pour permettre à ceux qui vont se retrouver dans ces conditions qu'ils ne soient pas frappés par la limite temporelle d'appel de la liste d'attente si toutefois un agent de l'État était admis à son concours professionnel et puis il était bloqué. Le troisième sous-élément, c'est la question de dépôt des dossiers. Vous voyez très bien que quand les résultats tombent, on appelle l'ensemble des admissibles à venir déposer leur dossier physique avec les diplômes. Il peut arriver aussi que l'intéressé ne soit pas en mesure de se déplacer. On créera dans ce cadre-là, dans la zone administrative géographique ou en tout cas départementale, les moyens nécessaires afin que l'intéressé puisse déposer son dossier, quitte à ce que le responsable administratif régional ou provincial les achemine après pour examen afin de ne pas le déclarer échec du coup parce que c'était pas de sa propre raison. Le troisième niveau, c'est la question d'évaluation des agents. Vous imaginez, on dit dans le texte précédent que l'évaluation professionnelle de l'agent pour qu'il puisse progresser dans sa carrière doit se faire par le supérieur hiérarchique direct qui est sur place, avec lequel il a fait un certain nombre d'années, 2 ans. Mais il peut arriver que si les 2 ans arrivent, il n'a pas ces 2 notes, or il a été affecté dans une zone où il n'a pas la possibilité de se déplacer pour aller en contact du supérieur hiérarchique direct qui va l'évaluer, bon, ça sera négativement impacté. Or, chaque année, il faut qu'il soit évalué. Donc, on a créé également ces conditions. Si toutefois un agent, pour des raisons d'insécurité, n'arrive pas à être évalué, le supérieur hiérarchique direct fait un rapport synoptique sur la situation et en principe, l'agent a d'office 8 sur 10. Mais il faudrait que ce soit à travers des preuves qui indiquent, des preuves irréfutables qui indiquent que c'est lié à l'insécurité qui fait que l'agent n'arrive pas à se déplacer et que l'évaluation n'ait pas pu être faite. L'autre sous-élément concernant l'évaluation, dès lors qu'on vous affecte dans une zone qui est une zone d'insécurité, vous pouvez déjà avoir fait 8 mois à quelque part et on vous affecte sur un autre lieu où vous allez aller faire 4 mois. Donc si on s'en tient à l'ancien texte, il faut forcément se déplacer, repartir là où vous étiez pour faire votre évaluation. Donc ce texte qu'on vient d'adopter permet votre nouveau supérieur hiérarchique direct de créer les conditions, prendre l'ensemble des informations d'où vous avez été affecté et puis procéder à votre évaluation. L'autre élément, c'est la question des affectations. Vous voyez, quand on affecte un agent, bon, je ne dirais pas qu'on met le feu, mais c'est tout comme. Souvent, le texte ancien ne permet pas de tenir compte que l'agent peut
être dans une situation où ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas qu'il ne veut pas rejoindre. Voilà. Le chemin par lequel il doit rejoindre peut ne pas être disponible. Et par conséquent, on a créé les conditions nécessaires pour que les délais et pour commencer à faire des communiqués d'appel et de mise en demeure là, soient revus afin que l'agent ne soit pas mis sous pression. Le cinquième élément, c'est la protection de l'agent. Il y a des agents publics qui sont frappés par des tortures, même si ce ne sont pas des blessures physiques. On fait une attaque d'un service, l'intéressé se retrouve dans la nature avec sa famille, lui-même il souffre moralement, la famille souffre moralement, psychologiquement. L'État n'est pas en mesure de suivre et de réunir les conditions nécessaires pour veiller à la santé psychologique et physique de cet agent. Donc ce texte également permet de le faire et qu'au-delà de l'agent, s'il y a des éléments de sa famille qui vivaient avec lui, qui ont été impactés par les mêmes conséquences des impacts, ces éléments également sont pris en charge. S'il y a des blessures physiques, ce n'est pas à l'agent d'aller faire j'allais dire la visite médicale à ses propres frais. Donc les visites médicales, les soins, et même s'il y a une question d'évacuation, ça c'est à la charge de l'État. L'avant-dernier élément, c'est la discipline. C'est vrai, nous voulons accompagner l'agent public de l'État pour qu'il puisse valablement représenter l'État en termes d'autorité de l'État, mais s'il y a des dérapages également, il faut sanctionner. Nous sommes dans une période de crise et l'analyse du terrain nous permet de constater des comportements peu louables, qui ne sont pas acceptables. Donc, on a pris des dispositions également en cas de dérapage, de sanctionner l'agent public. Et au niveau de ces dérapages-là, si des enquêtes fiables nous indiquent qu'un agent public est de connivence avec l'ennemi, il sera radié de la fonction publique, il sera licencié. Si nous apprenons également, avec preuve à l'appui, que des denrées qui sont destinées à des PDI, un agent public s'est retrouvé dedans en termes de détournement, là aussi, ça sera impardonnable. Si nous avons des preuves également qu'un agent public a utilisé sa position publique pour faire pression sexuelle sur des personnes déplacées internes et autres, si les preuves sont réunies, là aussi, ça sera sans état d'âme. Donc, on ne doit pas avoir d'abus d'utilisation de son pouvoir, ce qui que ce soit, c'est l'État qu'on sert et on doit le faire de façon très exemplaire.